Tadam Afriki je goidion tadam kala waina har maga bundi sevendi goidion tadam. Salam alaikum jama kulu arom alhana ay wakan ayga arom fahamandi ayga te faransi sanira mais arom alhana igati saninya ay mogati sani baba parce que ça parle des traditions des Djassaré de la région Songhai et Zarma au Niger. Donc, quand en introduction d'un récit, Diel Baba Adié, que beaucoup d'entre vous connaissez, disait Asene Ganese Djelba Badie. Aigati Saninya, Aimoga Sani Baba. Ainoga Sani Donton, Dakoi Agayeka, Agafuro Aizibara, Asinda Chekanga Fata, Aisanang Irkoise. Donc, pour les francophones, je m'appelle Djelba Badie, je suis la mère de la parole, je suis aussi le père de la parole. C'est moi qui envoie la parole. Si elle part, elle revient. Elle entre dans ma poche. Elle n'a pas de pied pour sortir. Je ne l'abandonnerai pas au nom d'Allah. Cette citation me paraissait intéressante comme introduction aux griots généalogistes et historiens de la région Songhai-Zarma qu'on appelle Djassaré. C'est par ce nom que je les désignerai ici pour les distinguer des Noareikei qui sont des griots quémandeurs, qui officient sans avoir ni leurs compétences discursives, ni leurs compétences mémorielles. À cette première citation, j'en ajouterai une autre qu'on retrouve dans de nombreuses narrations, en annonçant qu'ils tairont certains événements passés, alors même qu'ils sont en train d'énoncer une généalogie ou de raconter un récit ayant une base historique. Les Djassaré se positionnent comme des acteurs sociaux responsables d'une mémoire historique du passé, pour reprendre une expression d'un historien. Ils savent qu'un rappel peut être potentiellement douloureux et source de conflits dans la communauté. Donc, ce qui précise dans un proverbe, parce que si on peint sur une ancienne plaie, elle fait plus mal que la nouvelle. Donc, il ne faut pas réveiller les vieilles blessures, car on risquerait de se fâcher. Mais pour que cette responsabilité du Djassaré soit acceptée par les autres membres de la communauté, il leur faut construire une compétence de mémoire et une compétence de discours pour être légitime pour le reste de la société traditionnelle. Là, j'ai une photo de Badie Banya, qui est le père de Djalba Badie, qui est décédé en 1970. Et en fait, je me suis dit, tous, vous avez l'expérience des Djassaré. Par contre, beaucoup ne savent pas comment les Djassaré apprenaient vraiment leur discours et leurs paroles et se mettaient dans la mémoire, à part que tout le monde sait qu'on apprenait par cœur. On ne devient pas Djassaré, on est Djassaré, le statut s'héritant de père en fils. Et cet héritage statutaire se manifestait dès la naissance par un acte, celui de faire boire au nouveau-né, avant même qu'il ne tète sa mère, ce qu'on appelait l'eau des 7 maisons, qui est en fait une décoction de plantes et de l'eau ramassée dans 7 jarres de grands donateurs, de bourtchines de nobles Zarma ou Songhai. Donc leur identité était marquée par le fait que les Djassaré se désignent parfois comme buveurs d'eau des 7 maisons et qu'ils affirmaient que jurer sur l'eau des 7 maisons serait sanctionné de mort si on mentait. Mais quelle est la... voilà, merci, c'est bon, merci. Donc, quelle est la véritable signification de cet acte?
Les Djassarais en parlent comme d'un souhait adressé à l'enfant pour que, devenu grand, il ait de la chance et que ceux qui le louent le récompensent. Mais au-delà du souhait, on peut voir dans cette première gorgée d'eau offerte par les nobles, le symbole de la relation qui va les lier tout au long de leur vie, à la fois mère nourricière et père protecteur des Djassarais. Boire l'eau de ces maisons constitue donc le véritable acte de naissance sociale du Djassaré et le début de son initiation. Ceci l'inscrit dans la lignée des Djassarais. Si un Djassaré est né Djassaré, pour être reconnu comme tel, il devait pourtant suivre un très long apprentissage, très structuré, mais qui n'a actuellement plus cours aujourd'hui. Fréquentant aujourd'hui généralement ce qu'on dit l'école des Blancs ou l'école coranique, les enfants de Djassaré ne suivent plus l'enseignement de leur père. Donc ce que je vais vous raconter ne se passe plus. L'école des Djassaré était désignée par le terme doudal, qui est un terme peul qui renvoie au feu de tige de mil et qui renvoie comme à l'école coranique, c'est-à-dire l'unité spatio-temporelle de l'enseignement tenu par un maître Djassaré à qui les pères Djassaré confiaient, dès qu'ils avaient 7 ans, leur enfant. L'apprentissage était constitué de séances répétées tous les soirs autour du feu, avec d'autres des élèves, chacun ayant un niveau différent, selon ses capacités de mémorisation et aussi son assiduité au travail ou son âge. Ce type d'apprentissage était désigné en Zarma par le terme Chaoyang, qui est lire, apprendre, contrairement au terme de Dondonyang, qui est propre aux Noareiko. Les joueurs de tambour d'aisselle, eux, ils dondonnent, ils ne chaouent pas. Et en fait, le dondon renvoie à la question de l'apprentissage par imitation, alors que le chaoyang donne un autre type d'apprentissage. Si la mémoire pouvait en effet être facilitée par une prise de médicaments que j'aurais bien voulu que Dialba me donne, cette dernière n'exemptait pas l'élève d'un travail assidu. Il devait en effet se remémorer chaque jour, durant toute la journée, ce que le maître lui avait appris la veille pour le restituer le soir. Et s'il se trompait, on le laissait se débrouiller jusqu'à ce qu'il trouve la bonne formulation. En une séance, le jeune Djassaré apprenait ce qu'on appelait 3 sanisés. Mais sanisé ici, ça ne désigne pas les mots ou des phrases, c'est plutôt un ensemble faisant sens. Donc pour une généalogie, par exemple, on mettait 3 noms et on ajoutait 3 noms, on ajoutait 3 noms. Pour un récit, c'était un bloc. Donc ce n'était que lorsque l'élève ne faisait plus d'erreur que son maître ajoutait ces trois mots, ces 3 sanisés supplémentaires à son corpus. En cas d'oubli, donc, l'enfant devait chercher. Et je vous dis, j'ai demandé à Dialba de faire l'apprentissage. J'ai suivi pendant 3 mois. La tête explose. Moi, c'est mon expérience, c'est très dur. On passe à la suite. Donc, la production de discours mémoriels passait par l'apprentissage constitué principalement de listes généalogiques de noms ascendantes qui montent et descendantes qui descendent. Or, ces dernières forment la base mémonique donc pour se rappeler du discours, mais aussi de la mémoire. Ainsi, par exemple, à partir du noble vivant, l'élève mémorisait successivement l'ascendance directe pour remonter jusqu'à l'ensemble premier. Donc, par exemple, mon oncle n'est pas là, mais je vais lui faire ses louanges. Donc, je commence, c'est Bi Salifusun, c'est quelqu'un de Tonkobangu. Bi Salifusunna, Sunna Bonto, Bonto Amiru, Amiru Balma, Balma Sidici, Sidici Yarukuru, Yarukuru Sanda, Sanda Daure, Daure Mali, Mali Zabarkan. Donc, je fais la griotte. Cette structure temporelle était complétée par une deuxième étape horizontale où l'élève apprenait les noms des collatéraux de la famille, c'est-à-dire les frères et sœurs de son père, etc. Par exemple, si je reprends le même exemple et que je remonte de Malibero à John, que certains connaissent, je peux m'attarder sur les oncles et les frères de celui-ci. Donc, par exemple, je dis, là, je repars d'en bas. Malibero Hai Daure Mali. Sanda Daure, Yarukuru Sanda. Sidici Yarukuru. Amiru Balma Sidici. Bonto Amiru. Suna Bonto. Là, je passe aux frères. Suna Bonto Mohai. Amiru Alzuma Suna. Hassan Suna. Adamu Suna. Haruna Suna. Hamani Suna.
Hamidou Sunna, Salifou Sunna. Si je prends le père de Johnny qui est Salifou Sunna, je dis, pour dire les enfants de la même mère que Johnny, je dis Salifou Sunna Mohai, Umaru Salifou, Adamu Salifou, Maria Salifou, Hasiatou Salifou, Hawa Salifou, Nfurera Salifou, Nafisa Salifou. Ça, le Djassaré ne le faisait que quand il avait déjà descendu jusqu'à Malibéro, il attendait de voir s'il avait du temps qui lui permettait de remonter et de détailler. Donc, c'était plus tard qu'étaient mémorisés les adages et proverbes Yasei en Soninké et en Zarma que les Djassarés pouvaient ajouter aux listes en Soninké, puis qu'ils traduisaient en Zarma pour que l'assistance puisse comprendre. Donc, la présence et la place de ces proverbes occupent dans le discours varient et leur signification dépend foncièrement de la situation de communication. Ils doivent être interprétés en fonction des réactions de celui qui loue et à qui il s'adresse, des membres de l'auditoire. On avance. Par exemple, le proverbe qu'on dit, voilà, Ize arufoyang no gokwara banda mufagano. Donc, on dit, certains garçons sont comme les fruits mûrs de l'alone, nous qui sommes les Djassarés passons et les dépassons. Et pourquoi ils disent ça? Parce que la nonne, personne, même les animaux, ne mangent pas ces fruits. Donc, ça, c'est dit pour mettre la pression sur le destinataire. J'étais à un mariage, c'est ça, le destinataire ignorait Dalba. Donc, Dialba place ce yasei. Le noble ne répond pas, donc il commence à louer quelqu'un d'autre. C'est là où ça va marcher, donc le noble va le récompenser. Et pour récompenser le noble, il lui dit « Wiza wura si haikal wura ». En vérité, l'or n'engendre que l'or. Mais attention, je pourrais dire ça, en vérité, l'or n'engendre que l'or, il ne me donne pas, ça aurait un sens très différent. Ça voudrait dire que peut-être il n'est pas de l'or et donc que sa généalogie est gâtée. Donc on peut jouer sur ça. Donc les proverbes composaient les amours. On peut passer plus loin. Malheureusement pour les francophones, la traduction est... Ah oui, Isa koron bai zamodi ninga ti tondi da rubo haino kangiri ko du munga bonse harika hari manaka wari gongo bon awaira aginda izo hai Isa korombe ni gwande zammu fo koyni ningi tiba bai zaira isa beri albarkanta makama hangisa haifur makama hangisa isa gwasi kosu isu kuwa masu harai hala ga kwai kaina isa kurun biniga ba isa zama hala haino he isa wogu ko suno ni bindigo ni shi moru ni go ni shi harai isa kurun be ni gwanda zammu fo ni biti ba bai zaira musu haurai gabi musu kirgu sai mo gabi fanda ka ga gan mo gabi wannan musu beri ne barakan man tinga wande dinga zakaina dubara ninga me hamnaidi kalbara makana lahara isa kor mu wani ni zamuno har woni gonda zamu fo koy ne kana
lasiri boba sabai Dernier paragraphe. korombai zamodi ningati babai zaira kebe babur si kebe ribai biri kwai sa jora gidi kya isa korombo bor sika kwara kabor foha zamuhun gurbe da si sa jora isa korombo za kan gogi digi durun go bonse aninga nya dinga babu ke nin gon gidi da sa jora. Voilà, alors il y a encore une suite de l'éloge, mais peut-être pour des questions de temps, je vais sauter. Donc, à l'axe d'apprentissage, donc après, s'ajouter un axe spatial. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord, on remonte dans le temps. Après, on va regarder sur l'horizon. Donc, on va commencer par la chefferie la plus proche, allonger, apprendre les amous de partout. Donc, on va jusqu'au Songhai et au Peul. Par exemple, Dialba, il savait même les Peuls de Birni. Et donc, on passe. Donc, une partie des généalogies, une fois maîtrisée, l'élève apprenait à raconter les faits et gestes des différentes personnes dont il avait appris les noms et qui avaient réalisé de grandes choses. Donc, de la liste généalogique, qui est un genre qui insiste sur la communauté, il passait donc aux récits d'ancêtres et de guerriers, aux épopées, qui insistent sur l'individu. Dans cette dernière catégorie de discours, le premier récit appris par les Jassare Zarma, c'était bien sûr Malibero, l'ancêtre des aristocrates Zarma. Comme lors de la première étape, la logique d'apprentissage allait du plus proche au plus lointain. Pour vous montrer, et pour les jeunes qui ne connaissent pas, je vous montre les 4 types de récits. Donc on va passer au Kai Cheang. Oui, Kai Cheang. Je vous ferai écouter le Kai Cheang lors d'un mariage de Yatakala Adamu, qui est de Libore. Un Kai Dede qui sera fait par Badi Banya, le père de Dialba, ce sera Malibero. Et un Wangari Dede fait par un Jassare de Koiria Hausa. Donc, je vais passer. Tu passes au suivant, on essaye de faire écouter Malibero par... Malibero, on peut mettre que le son, le suivant. Malibero par Badi Banya, que vous entendiez sa voix, qui était un grand Jassare, qui avait le doudal pour la région de Libore, Hamdaï, etc. La deuxième étape, quand on avait 10 ans, les Jassare allaient sur les marchés pour apprendre à énoncer et à se départir de la gêne. C'est la première fois qu'il racontait. Il s'adressait aux gens, mais sans s'adresser directement. Il racontait n'importe quelle généalogie. Et c'était la première fois où on les récompensait. Donc, ensuite, il y avait un moment très spécifique pour apprendre. C'était les conversations avec le maître qui avaient lieu en dehors des soirées. Et c'était là où les Jassare avaient un savoir qui était différencié parce que le maître vérifiait ce qu'il savait, mais leur apprenait des choses sur les familles et n'apprenait pas ça à tous les Jassare, parce qu'il fallait qu'il soit sûr de la solidité du Jassare à qui il apprenait ça. Là, j'ai une photo récupérée au Ghana où on voit un des guerriers de Babatou que les Blancs avaient attrapé, sachant que Babatou s'était suicidé pour ne pas tomber sur le pouvoir des Français. Donc en fait, pourquoi je voulais vous montrer? Parce que dans ce récit, Dialba raconte que en fait, les Blancs voulaient garder les entrailles et les armes de Babatou pour pas qu'il s'échappe et en faire un musée, parce qu'il le craignait trop. Ça, c'est l'histoire de Dialba. Et quand on a fait cette histoire, on était auprès de gens de Dunga qui avaient entendu parler de Babatou quand ils allaient en Yama au Ghana, mais qui ne connaissaient pas complètement leur histoire. Et pour vous montrer la valeur de cette histoire et peut-être réfléchir sur ces questions, voici la chose que je dois vous dire. Donc, un des premiers Gurchin de Dunga a dit « Le sens de cette parole, c'est comme une chose égarée qui est retrouvée. C'est notre objet que Dialba a ramassé en brousse. Il a aimé notre objet, il nous l'a rapporté. » Et un deuxième va préciser « Dialba fait bien son travail, il a aidé la région. Longue vie à lui, que Dieu lui donne des héritiers pour que l'histoire ne se perde pas. » Et un troisième de compléter, c'est un remerciement à Dieu
parce que Babatou nous a donné la parole. Babatou a fait de nous des armas. Babatou nous a fait guerriers, bien que nous n'ayons pas fait la guerre. Celui que Babatou a menacé, s'il nous voit, aura peur, parce que nous sommes des descendants de guerriers. C'est pourquoi Djelba, qui nous a raconté l'histoire, et vous, ses compagnons, et ceux que j'ai réunis ici, mes remerciements vont à vous tous. Là, il met en évidence que d'être raconté, il faut être raconté en public pour que les autres marquent. Dans ce parcours avec les Djassaré, dans ce parcours avec Djelba, à qui je dois tant et à qui je veux rendre hommage, aujourd'hui, je n'ai qu'un regret qu'il ne m'ait pas donné le fameux médicament pour ne pas avoir peur pour parler en public et peut-être le médicament pour attirer l'attention. Merci beaucoup.